Bonjour Anne-Valérie, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle interview dans la troisième édition du sommet Pause Libre. Je le rappelle, le thème de cette édition est retrouver son énergie, apaiser son esprit avec l'objectif de sortir de l'épuisement et redevenir soi. L'idée de ce sommet, c'est d'offrir aux femmes une respiration avant la fin de l'année, un espace pour souffler, se reconnecter à elles-mêmes et trouver, tant que possible, des clés concrètes bien, pour alléger leur quotidien. Et je suis particulièrement heureuse et honorée d'avoir Anne-Valérie avec moi aujourd'hui parce que son approche autour des femmes, et elle va nous expliquer un peu plus en détail, je trouve s'inscrit très bien dans l'esprit de ce sommet. Et merci donc d'être là et de venir partager avec nous ton expérience, ton expertise. Et je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Avant de me présenter, un grand merci à toi, Ludivine. Merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir contribuer. Merci pour l'organisation de ce sommet. Je sais ce que c'est que d'organiser un sommet. Je sais la responsabilité que c'est, le travail, la coordination. Donc bravo à toi. Et puis, ben, je suis ravie de pouvoir rencontrer toute cette belle audience que tu as su rassembler. Alors, je suis donc Anne-Valérie Raucourt. Si je me présente de manière traditionnelle, je suis coach business, l'étiquette classique. Ouais. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est que je suis multi-entrepreneur depuis 2010. J'ai créé, développé et puis arrêté, cédé 4 entreprises. Et aujourd'hui, la marque que j'ai fondée et que je développe s'appelle Hors des normes. Et cela dit tout. Parce que j'accompagne des femmes que je qualifie de hors des normes. Je vais expliquer quel sens ça, parce qu'il peut y avoir plein d'interprétations, qu'on peut qualifier de atypiques. Des femmes qui savent qu'elles ont un potentiel phénoménal, mais qui ont souvent une dissonance avec le résultat, qui ne reflètent pas encore dans la matière la, l'ampleur, l'envergure de leurs ambitions, de leur potentiel, de leurs désirs. Et donc, j'adore accompagner ces femmes-là, soit au début de leur chemin entrepreneurial, soit tout au long de leur maturité entrepreneuriale. Alors, hors des normes, avant que tu me poses la question, je te l'attrape. Pour moi, hors des normes, de manière traditionnelle, on parle de atypique. Mais atypique, c'est un peu une étiquette. Certaines personnes sont réfractaires à l'étiquette atypique. Est-ce que je suis atypique? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est HPI, hypersensible, TDAH, tout ça? Donc pour moi, c'est vraiment plus une femme qui se ressent comme pensant différemment, ressentant différemment, qui a souvent une intensité, une ardeur, et qui a ce sentiment que elle s'est toujours sentie décalée, déphasée, déboussolée, pas à sa place dans ce monde. Pour ma part, évidemment, si j'accompagne des femmes hors des normes, c'est parce que je le suis. J'ai été diagnostiquée, parce que pour ma part, je vais expliquer pourquoi c'est vraiment un diagnostic, très tardivement, à l'âge de 50 ans, donc c'est très tard, ce qui veut dire que j'ai passé 50 ans à m'invisibiliser. Ouais. Et je peux déjà connecter avec ton magnifique sujet de l'énergie. S'invisibiliser, c'est énergivore. On y reviendra. Et donc, ressentant une espèce de fatigue de vivre, à l'âge de 50 ans, je suis rentrée dans tout un processus d'exploration psychologique, neuropsychologique, psychiatrique, me demandant, mais voilà, qu'est-ce qui tourne par rond en moi? On m'avait toujours dit, t'es brillante, tu dois être HPI, t'es douée, la douance, tout ça. Oui, mais j'avais lu tous les livres possibles et je me disais, je me reconnais, mais pas en tout. Il y a un truc qui cloche. Et donc, pendant 15 ans, j'ai refusé d'aller faire les fameux tests de QI en me disant, mais en fait, peut-être que si c'est pas ça, c'est quoi? Et si c'est pas ça, est-ce que j'ai une maladie? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un truc psychiatrique embêtant? Ou, et il faut être honnête, quand on soupçonne qu'on est HPI, on est déçu si on trouve qu'on ne l'est pas finalement. Parce qu'il Ouais. y a quand même un ego qui a envie d'être Ouais. identifié comme ça. Peu le disent, mais c'est vrai. Ouais. Donc finalement, je suis allée faire toutes les batteries de tests d'exploration. Et donc là, on a trouvé que j'ai un très haut potentiel intellectuel et un trouble du spectre autistique qu'on appelle aussi autisme Asperger, Oui. qui explique dans le champ de l'énergie notamment, et je veux vraiment le ramener à ce qui intéresse ton public ici, Ludivine, des oscillations d'énergie phénoménales. Et quand j'ai
eu ce diagnostic, ça a été pour moi un grand choc, très grand choc. Le très haut potentiel intellectuel, je suis très très haut dans les, les, Les statistiques. les stats là. Ça va, on accepte, c'est sympa. Oui, il y a Mm. des inconvénients, mais ça permet d'avoir une super machine hyper Ouais, puissante. Mais le trouble du spectre autistique, c'est moins facile à accepter. ouais, C'est moins facile à accepter quand en plus il y a la famille qui ne l'accepte pas, quand il y a plein, ça renvoie plein de choses. Bref, et j'ai décidé très peu de temps après avoir reçu ce diagnostic que non, ça allait pas être un fardeau, ça allait être un cadeau. Et ça allait être un cadeau qui allait me dépasser, ça allait être un cadeau pour mes clientes, pour ma communauté, pour le monde, parce que j'allais incarner celle qui, avec ce qui est considéré comme un handicap, prend la parole, ose, s'exprime et élève la voix pour les femmes. Et pour toutes les femmes hors des normes, atypiques, ou qui tout simplement, il y a beaucoup d'hypersensibles, beaucoup de TDAH, plein de... En fait, c'est 15% de la population dont on parle peu. Et j'ai écrit un livre, Femmes hors des normes, à partir de là, l'année dernière. Je suis montée sur la scène d'un TEDx l'année dernière aussi pour parler de la neurodivergence et à quel point c'est, de mon point de vue, une chance pour la société oui. d'accueillir, d'intégrer, d'inclure les personnes neurodivergentes. J'ai fait un grand sommet, un très grand sommet, Entreprendre hors des normes, parce que j'ai pris cette décision, et on va en parler du pouvoir des décisions, que ce serait un cadeau, et un cadeau qui me dépasse, un cadeau pour le monde. D'avoir reçu ça, moi, à la naissance, je ne sais pas pourquoi, et ça a été, j'ai eu beaucoup de douleurs, beaucoup de chaos, beaucoup d'épreuves avec ça dans ma vie, mais ça a un sens. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive peut-être plus à mettre des mots sur tout ce que tu as vécu toi. Peut-être il y a 25 ans, c'était pas faisable, les tests que tu as ou les conclusions que tu as reçues. Tout à fait. Ça s'est ouvert, Ouais. un peu démocratisé. Mm. Euh, il y a pour le HPI il y a une dizaine d'années. Pour le Mm. trouble du spectre autistique, c'est beaucoup plus récent. Plus récent. Alors maintenant, si on va, si tu me mènes dans ce chemin-là, Ludivine, attention, parce que moi aussi j'observe avec un regard plus que perplexe, mais je vais rester à perplexe. L'effet de mode, en fait. Tu Maintenant, crois? tout le Ouais. monde est HPI, tout le monde est Oui, TDAH, tout le monde est hypersensible. Et comme ça, c'est devenu une nouvelle norme, ben maintenant, tout le monde a un trop petit trouble du spectre autistique comme ça, oui. et qu'on s'auto-diagnostique et qu'on s'auto-donne comme un fait de gloire. Non, c'est pas un fait de gloire, en fait. Mm. Parce que quand vraiment on a cette expérience-là dans sa vie, bah, ça vient avec un côté lumineux et aussi un Mm. côté très Côté sombre. douloureux. Mm. Donc pour vraiment les personnes qui sont vraiment concernées, ça peut être difficile de voir qu'il y a un effet de mode, voilà, et qu'on... C'est super d'éduquer, Mhm. d'ouvrir les esprits, de jouer la carte de l'inclusion à fond, et j'œuvre Mm. beaucoup pour ça. Mais après, normaliser, banaliser, non. Ouais. Attention à ce que ça ne soit pas galvaudé non plus. Voilà, Mm. exactement. Et quand tu accompagnes ces femmes intenses, atypiques, est-ce que tu observes des schémas récurrents d'épuisement? Oh oui. Ces schémas que j'ai vécu moi-même et que je vois quotidiennement chez ces fans que j'accompagne. Et je veux illustrer, je veux pas faire que de la Mm. théorie. J'ai partagé tout à l'heure que je suis entrepreneur depuis 2010, donc au Mm. moment où on est ensemble, ça fait 15 ans. Et la toute première entreprise que j'ai créée en 2010, c'était un organisme de formation en architecture et décoration intérieure. Je venais de l'univers de la finance, de la grande Ok. finance, rien à voir. J'ai fait une année de formation à l'école Boulle et j'ai ouvert cet institut de formation avec des très beaux locaux dans le 11e arrondissement. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs, beaucoup de contraintes. Tout ce qui ne convient pas à une personne neuroatypique. Seulement, je ne le savais pas. Et donc, l'épuisement est monté, est monté, est monté. Beaucoup de pression. J'avais des charges énormes. J'avais une grande équipe. J'avais 15 personnes dans mon équipe. Et je me sentais étouffée, étranglée avec ce, cette pensée. Et je veux, c'est en partageant cette pensée, vraiment souligner l'importance du lien entre nos pensées et notre énergie. Mm. J'avais cette pensée, je ne vais pas y arriver.
c'est trop pour moi. mm, Ça dépasse mes capacités. mm, Je suis pas du tout expert du burn-out et dans ton sommet, tu as des magnifiques experts du burn-out. C'est pas mon expertise du tout, mais ce que j'en comprends, c'est que, en tout cas, une approche que je propose, c'est de voir le burn-out comme ce moment où on considère que nous n'avons plus les capacités pour faire face, que nous mm, n'avons plus les ressources pour faire face. Pourquoi est-ce qu'une personne dans la même situation, même travail, même environnement, une va faire un burn-out et une autre pas? mm, La différence, c'est notre perception de nos ressources pour faire face aux situations. mm, Et là, en l'occurrence, c'était pour moi en 2013, j'avais le sentiment que j'avais plus les ressources pour faire face. J'étais épuisée au bout du rouleau. Le matin, à 7 heures du matin, j'étais sur mon scooter. Je traversais tout Paris pour aller depuis l'ouest jusqu'à l'est. Mes bureaux étaient dans le 11e arrondissement. J'arrivais à 7h30 le matin. Le soir, à 20 heures, je reprenais mon scooter. Je retraversais tout Paris. J'arrivais épuisée. Je voyais à peine mon fils, qui était tout jeune ado à l'époque. J'allais me coucher. C'était une vie de fou. Et toute la journée en sursollicitation, ce qui est exactement toutes les personnes hypersensibles le savent, mm. ce qui nous épuise, ce Ouais. qui nous tue à petit feu. Et un matin, après avoir pris mon scooter rouge, traversé tout Paris, être arrivé dans mes locaux, c'était au mois de février. Je rentre, il y avait eu en plus une fête la veille, un gros événement presse. Ça marchait très très bien. En apparence, c'était glorieux. J'avais des plateaux télé, des interviews, etc. J'arrive le matin, c'était le bazar, un capharnaüm. J'avais 1 heure pour tout ranger avant que les étudiants arrivent pour leur formation. Et là, je prends un fauteuil, je le déplace et je m'écroule. Mais littéralement écroulée et paralysée. Mm, Mais paralysée à ne plus pouvoir bouger d'un centimètre. mm, Et j'étais au milieu de la grande pièce, j'avais rien. J'ai rampé, mais comme un petit verre millimètre par millimètre pour aller attraper mon sac, prendre mon téléphone, appeler les pompiers qui ont défoncé la porte, qui sont arrivés, qui m'ont emmené à l'hôpital. Et je ne vais pas rentrer dans plus de détails. C'était un cas d'épuisement extrême. mm. On peut appeler ça burn-out ou pas, je ne sais pas. J'ai pas mis dedans et ça n'importe pas pour moi. Ce qui importe, c'est que j'ai pris conscience et je ne savais pas mon neuroatypisme à l'époque. Donc, j'avais pas vraiment de compréhension des. J'avais les symptômes, mais j'avais pas la source. Et j'ai pris conscience de l'importance de cette singularité qui est de fonctionner à haute fréquence. Mm. Les personnes neuroatypiques fonctionnent à haute fréquence. Et une haute fréquence qui est une chance parce qu'on scanne tout, on ressent tout, on anticipe tout, on est présent à tout, on est un radar permanent. Et ça donne des sommets incroyables, et des émotions d'une amplitude incroyable dans le champ de l'excitation, de l'enthousiasme, de la joie intense. J'ai écrit un livre sur la joie en 2018. C'est pas un hasard, je la connais bien. Mm. Et ça donne des crashs brutaux, phénoménaux aussi. Aussi. Et parce que c'est ces femmes-là qui vont se reconnaître là. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup dans ton Ouais. univers, les divines, j'en suis certaine. On ne se connaît pas Ouais. encore beaucoup, mais j'ai cette intuition-là, Mm. dans- qui ont cette hypersensibilité que j'ai, qui est liée à la fois au très haut potentiel et aux troubles du spectre autistique. Petit aparté, on voit les autistes, on a très souvent ce cliché que j'avais avant et qui a été difficile pour moi de jeunes enfants qui sont dans leur bulle, dans leur monde, complètement isolés, qui se tapent la tête, Inaccessible. etc. Mm. Mais c'est justement qu'ils ont une sensibilité intérieure tellement intense, tellement bouillonnante, que c'est ingérable en fait. Mm. Et quand ça se percute avec le monde extérieur, c'est une percussion qui ébranle toute la sécurité intérieure, qui est incontrôlable, ingérable. Donc ça peut donner des crises, ça peut Mm. donner un figement total. J'ai vécu des moments comme ça de crise, de figement. Et cette hypersensibilité, elle va avec de l'épuisement quand il y a trop d'interactions, trop de bruit, trop de senteurs, trop de lumière. Je suis hypersensible à tout ça. Je suis hypersensible à un vêtement en laine, c'est juste Ouais. impossible pour Bah ouais. moi. Une petite étiquette, c'est insupportable. Je suis sûre qu'il y en a plein ici pour qui ça Ouais. résonne tout ça. Et
quand on est une femme, on a aussi, en plus, ce conditionnement. On a tellement de conditionnements d'éducation, de société, de transgénérationnel, Ouais, etc., ouais. où on doit porter pour les autres. On doit payer le prix du sacrifice pour les autres. Ça te parle? Je Ah vois oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça m'émeut J'imagine que même chez parce tes que, clientes, il y a beaucoup ça. oui, ouais, ouais, c'est émouvant parce qu'il y a ce poids de l'histoire de la femme aujourd'hui qu'on porte de plus en plus lourdement. Ouais. Mm. Et, et chez les femmes neuroatypiques, je fais une grande généralisation, mais Ouais, c'est vraiment tout un spectre. Il y a très souvent une exigence extrême qui frôle avec le fameux perfectionnisme. perfectionniste. C'est jamais assez, on fait Mm. jamais assez. Derrière l'idée, c'est je ne suis jamais assez. Mm. Et il y a cette confusion aussi entre le mouvement et la progression. On est en mouvement, on s'agite, on fait plein de choses, on remplit le vide. Oh, la peur du vide. Il y a, pour ma part, et pour beaucoup de HPI, THPI, l'horreur de l'ennui. Les TDAH aussi. Il faut surtout pas s'ennuyer. L'ennui, c'est effroyable. On ne Ne rien supporte faire. pas. Ne rien faire, s'ennuyer, être confronté au vide, Mm. c'est terrible. Alors, moi, j'ai senti que j'étais comme ça. Et comme j'ai aussi, comme beaucoup de neuroatypiques, un sentiment à une propension à la radicalité, à c'est tout ou rien, c'est blanc ou noir. Je pense que c'est un univers qui te parle aussi, qui parle à toutes celles qui nous écoutent. Eh bien, j'ai choisi, pour ma part, de me plonger euh, à mes débuts, même avant mes débuts d'entrepreneur, et puis j'ai poursuivi vraiment ce chemin dans la méditation, la fameuse méditation de pleine conscience. Je m'étais raconté que j'allais enfin trouver le bouton off du cerveau. Ça allait être enfin magique. Enfin, la méditation allait me calmer, m'apaiser et me permettre de me reposer. Alors, comme beaucoup de femmes, je crois comme toi, comme moi, comme la majorité d'entre vous, quand on y va à fond. On ne fait pas les trucs comme ça. En tout cas, pour ma part, quand j'y vais, c'est mode obsessionnel. J'y vais à fond, méditation à fond. Donc j'ai commencé retraite vipassana, où on médite 10 heures par jour, Mhm. en mangeant des petits trucs tout sobres, en se levant à 4 heures du matin. J'ai enchaîné les méditations et je suis allée faire des retraites dans le désert où j'étais en robe de bure, réellement un truc de retraite très particulier. J'en parle dans mon livre avec, en tout cas, je mets beaucoup d'humour dessus. Robe de bure, 30 kilomètres par jour, juste avec une boussole, un sac à dos. On mangeait un bol de riz le matin, un bol de riz le soir. Interdiction du téléphone, de la montre, de quoi que ce soit, pour revenir à la pureté de l'essentiel. Bah, ça vous fait un grand nettoyage intérieur. Et pour dire que j'ai essayé beaucoup de choses pour m'apaiser, pour calmer le flux des pensées. Je suis devenue enseignante de méditation. Je me suis formée pour avoir le diplôme MBSR. Je suis allée me former en Angleterre pour avoir un autre diplôme. J'ai enseigné beaucoup la méditation en entreprise. Est-ce que ça m'a calmée? Pas vraiment. Mm. Est-ce que ça m'a régulé mon énergie? Moyen. Parce que souvent, et tu me diras, Ludivine, si ça te parle, et si ça parle aussi de tes clientes, on a un gros sujet de connexion au corps. On est par, je ne sais pas si c'est par nature, éducation ou quoi, déconnecté du corps. Et pour moi, ça a été un gros, gros, gros sujet Mm. de comprendre que je ne suis pas juste une tête Tête. sur un corps, Une tête sur une machine. une tête sur un robot qui va avancer vaille Ouais. que vaille. Et l'accident que j'évoquais tout à l'heure, où voilà, je me suis vraiment écroulée, suite à cela, je suis rentrée chez moi et j'ai pris la décision que j'allais arrêter cette première entreprise. J'ai laissé beaucoup de plumes, beaucoup d'argent, beaucoup de relations, beaucoup d'estime de moi sur le moment. Maintenant, je le vois évidemment comme un énorme cadeau sur mon parcours, mais j'ai eu Ouais. beaucoup, beaucoup de temps à apaiser la honte, la culpabilité, euh, la colère. J'ai eu beaucoup de choses très douloureuses autour de cette aventure et maintenant, je vois, elle était absolument nécessaire pour que j'accompagne maintenant les femmes, etc. Mm. Et
Et c'est là que j'ai compris que, et on le sait, c'est d'une banalité affligeante de dire ça, que c'était ma responsabilité de mieux gérer mon énergie, de mieux maîtriser mes pensées et de mieux choisir ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas. Mm. Et là, on parle du fameux, presque banalisé, écouter nos besoins. Mm. Parce que ce qui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie aux femmes neuroatypiques en particulier, et puis je pense qu'on peut ouvrir à toutes les femmes, À c'est la beaucoup de femmes, oui, suradaptation. c'est La ça. suradaptation. Mm. On a appris en tant que femme qu'on a à servir, à offrir, à être gentille, à être humble, à être modeste, à écouter, à se fondre dans le moule. Et quand en plus tu rajoutes le fait d'être neuroatypique, neurodivergente, c'est que as cette expérience d'arriver sur Terre avec le sentiment, peut-être, en tout cas ça a été mon expérience, d'être arrivé sur la mauvaise planète, d'être arrivé là, d'avoir été déposé là, sans avoir le manuel de fonctionnement. Et ça, c'est une caractéristique notamment de l'autisme. T'as pas le manuel de fonctionnement des autres êtres humains. Et moi, petite, j'avais cette certitude que on m'avait déposé là par erreur. Et je me racontais l'histoire, j'aurais dû être sur une autre planète avec des personnes qui me ressemblent. Mais là, les êtres humains, décidément, je comprenais vraiment pas ce qu'il fallait dire, à quel moment, ce qui convenait, ce qui convenait pas. Et du coup, tu as le sentiment de marcher sur des œufs en permanence. C'est épuisant de marcher sur des œufs en permanence. Ouais. Et ce qui est en jeu, c'est la sécurité, le sentiment de sécurité intérieure. C'est une insécurité permanente, de se dire si je fais pas bien, si j'ai pas le bon comportement, le bon geste, le bon mot, la bonne attitude, je suis en danger. Je vais être rejetée, je vais être moquée, je vais être critiquée, je vais être pas aimée. Ça ramène à tous ces réflexes primitifs de être rejeté de la tribu, donc Ouais. d'être en danger, notre survie, etc. Et c'est tout un apprentissage. Alors, j'ai eu la bénédiction de recevoir en même temps ce cerveau qui fonctionne extrêmement bien et qui m'a permis en fait d'apprendre tous les codes du fonctionnement humain, tout ce qu'on vient de faire, de pas faire, de dire, de pas dire. Mais c'est un formatage. Mm. Et très très tôt, en fait, très tôt, étonnamment pour mes parents, en tout cas mon entourage, je m'intéressais à la philosophie, à la psychologie. Je lisais Freud, je lisais Jung quand j'avais 12 ans, parce que je voulais comprendre les humains, en fait. Ça fait Mm. partie de tout cet apprentissage qui a, pour moi, construit des très solides bases. Et maintenant, ça aussi, ça fait partie de l'appréciation, en fait, de tout ce que j'ai reçu. Mais ça a été un apprentissage. Et c'est épuisant, en fait, Ouais. d'apprendre et d'être tout le temps sur la tangente, de marcher comme sur un fil de funambule, en fait. Où Mm. dès qu'on fait un petit pas de côté, on a peur de chuter. Ouais, c'est l'instabilité. Et comment est-ce qu'on, dans ton cas ou dans le cas des femmes atypiques, comment est-ce qu'on retrouve de l'énergie sans se renier, sans se cacher? Parce que même tu disais, se cacher ou s'invisibiliser, ça demande énormément d'énergie. Alors, une partie de la réponse est dans ta question. C'est justement quand on commence à cesser de se renier. Mm. Retrouver de l'énergie, c'est pas. En fait, je vais juste rétropédaler un tout petit peu. Quand on parle de l'énergie et que on a des fuites d'énergie, des pertes d'énergie, qu'on se sent moins en énergie, il y a deux pistes qu'on peut explorer. Comment régénérer de l'énergie et comment Mhm. arrêter de perdre de l'énergie. Ouais. Il y a ces deux axes de travail là. Mm. Et c'est pas l'un ou l'autre, en fait, c'est l'un et C'est l'autre. l'un et l'autre. Euh, pour Donc, avant de, ou en même temps qu'on remplit le seau, on va veiller à colmater les trous du seau. C'est une belle image. Donc, colmater les trous du seau, c'est pas tant faire des choses en plus, c'est arrêter Arrêtez. de faire des choses qui nous coûtent de l'énergie. Ouais. Typiquement, arrêter de s'adapter, arrêter de dire oui quand on voudrait dire non, arrêter de s'excuser, arrêter de se forcer à faire des choses qui ne nous conviennent pas. Un exemple, pendant mes premières années d'entrepreneuriat, je me forçais à aller dans tous les trucs de réseau où il faut que les entrepreneurs aillent.
Oui. En plus, à l'époque, c'était il y a 15 ans, il n'y avait pas tant que ça les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, honnêtement, pour moi, c'est une bénédiction. Mais quel cadeau, cette vitrine ouverte où je peux être chez moi, tranquille, à l'abri, sans avoir à aller dans des pince-fesses. Parce que je me suis forcée pendant des années. Les speed dating d'entrepreneurs, les réunions de BNI à 7 heures du matin dans un café à l'autre bout de Paris, les cocktails où j'étais coincée contre le mur avec ma coupe de champagne pour me donner une allure avec le challenge que je m'étais donné, me dire, Anne-Valérie, ce soir, tu dois avoir donné 10 cartes de visite. Et j'avais mes cartes de visite dans ma poche et je les comptais. Je me disais, ah, j'en ai encore 8. Comment je vais pouvoir je me donnais pas le droit de rentrer sans avoir donné mes 10 cartes de visite. Comment je vais aller donner encore 8 cartes de visite? C'était une torture. Ouais, rien que de t'entendre le raconter, ça fait mal, ça fait... Une torture. Et je m'infligeais ça parce que j'étais encore dans tous les codes de ce que la bonne entrepreneur doit faire, ce qu'il faut faire pour réussir, toutes ces injonctions. C'est la raison pour laquelle j'accompagne essentiellement des femmes atypiques, hors des normes. Et une de mes philosophies du business, c'est qu'il y a 1000 manières de réussir et pour chacune, il y a sa manière. Aujourd'hui, je ne fais plus aucun meeting pince-fesse de réseau. J'habite sur une colline perdue, isolée dans la nature en Provence. Je suis la plus heureuse du monde. Et pourtant, j'ai 1000 connexions. Bénédiction Zoom, bénédiction les réseaux sociaux, bénédiction tout ça pour les personnes comme moi. Oui, je vois des gens, je ne suis pas du tout une ermite complète, mais à mon rythme. Et quand on a un trouble du spectre autistique, les interactions sociales peuvent être extrêmement coûteuses, Ouais. notamment les interactions sociales autour de il fait beau ou il fait beau, t'as entendu, et la météo, et la politique, Vide et de sens. les petites news du village et ce qui se Ouais. passe dans la mairie de Paris. Non, non, je peux pas, moi, ça Mm. m'épuise. Ouais. À la fin de la journée, je suis à ramasser à la petite cuillère. En revanche, des discussions qui élèvent, qui inspirent, qui me challenge. Je vais dans la profondeur, je vais chercher les nuances. Alors là, je peux parler pendant 10 heures. Mm. Donc, pour revenir à ta question, Ludivine, c'est vraiment aller voir où sont les trous dans mon seau. Moi, les interactions sociales qui n'ont pas de sens pour moi, c'est des énormes trous dans mon seau et l'énergie fuit très vite. Mm. Trop, trop, trop d'interactions sociales dans une journée aussi. Les news, Mm. parce que je capte tout, toutes les sensations. J'ai arrêté, je ne regarde jamais la Moi télé, je aussi. n'écoute aucune radio, rien. Mm. Hyper protection de tout mon royaume. Ouais. Notre cerveau, c'est notre plus précieux trésor, protégeons-le. Donc c'est vraiment, voilà, aller identifier les fuites et puis après, régénérer. Qu'est-ce qui donne de l'énergie? Euh, alors, pour beaucoup d'entre nous, on est créative. La créativité, ça passe par plein de choses. Comment est-ce que je peux nourrir ma créativité? Comment est-ce que je peux servir, offrir, transmettre? C'est des verbes qui me sont chers. C'est quoi les verbes qui vous animent? Mm. Et arrêtez de diluer votre intensité. Mm. Je crois que c'est essentiel. On croit à tort que l'intensité épuise. Je ne crois pas. C'est Mm. pas l'intensité qui épuise, c'est l'intensité contenue, l'intensité bridée, l'intensité interdite. Mm. L'intensité interdite épuise. L'intensité libérée, c'est une puissance qui épanouit, qui réjouit. Ouais. Et tu parlais de fuite du seau et je le ramène à quelque chose peut-être de plus concret dont je parle régulièrement à mes clientes, c'est de savoir dire non, d'apprendre à dire non à des choses et de savoir que quand on dit non à quelqu'un, c'est oui qu'on se dit à soi. Ça, c'est important. C'est une vraie difficulté, un vrai challenge d'apprendre à dire non et dire non aux distributions de cartes de visite un soir avec où on n'a pas envie d'y être à l'autre bout de Paris. Hein? Exactement, exactement. Et alors, j'ai quand même une question parce que tout ce que tu témoignes là est très émouvant, hein. Ça touche beaucoup de cordes et aussi ça rappelle beaucoup des symptômes
des femmes à qui je parle qui se sentent fatiguées, et je vais mettre des grands guillemets, qui pensent ou qui se croient hypersensibles. Moi, c'est une définition, je ne saurais pas te dire. Par exemple, moi, je sais pas. Maintenant, je sais que trop d'intensité dont tu parlais dans ta première entreprise, c'était épuisant pour toi. Je reconnais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi et certainement en d'autres femmes. Comment est-ce qu'on peut, on parlait de pas galvauder, de pas banaliser l'atypique, comment est-ce qu'on peut dire à ces femmes que c'est pas parce que les choses ont résonné avec elles dans tout ton témoignage qu'elles sont forcément atypiques. Tu vois, comment est-ce qu'on peut arriver après par soi-même, ou en tout cas quelle démarche il faut faire pour aller véritablement savoir si il y a un atypisme ou si c'est, on va dire, et encore une fois, je mets des très très gros guillemets, ou si c'est un épuisement banal. Tu vois, elle est où la différence? C'est une très belle question, Ludivine. Et j'entends plusieurs questions en fait dans ta question. Oui. Euh, il y a d'une part, en tout cas dans ce que j'entends que tu partages, euh, comment savoir si on est vraiment hypersensible ou TDAH, TSA, HPI, etc. J'ai, euh, je me refuse à avoir une position tranchée là-dessus parce que de mon point de vue, c'est extrêmement personnel. Euh, la question à se poser vraiment, c'est en quoi une réponse va m'aider à évoluer? En quoi une réponse va m'aider à peut-être dépasser des difficultés que j'ai et évoluer vers mon meilleur? Pour ma part, si j'ai décidé de m'engager dans tout ce processus d'exploration et de diagnostic, c'est parce que j'étais arrivée à un stade où ne pas savoir était pire que le risque de savoir et de savoir quelque chose qui m'aurait déplu. D'accord. Euh, et il y a des personnes qui vont se contenter et être contentes avec juste un ressenti personnel de je Mhm. me sens hypersensible. Je te rejoins entièrement. Est-ce qu'il y a des vrais tests pour savoir si on est hypersensible ou pas? Je ne crois pas qu'il y en ait des vrais tests comme les tests de QI, etc. Ou les tests pour le trouble du spectre autistique. C'est plus que des tests, c'est une vraie exploration. Pour l'hypersensibilité, je suis pas sûre. TDAH, oui, il y a des diagnostics. Bon, Euh, qu'est-ce qu'on en attend en fait? Parce que si c'est important pour nous de se ressentir hypersensible, se dire qu'on l'est et que ça nous aide à avancer, très bien. En revanche, et je le vois aussi, et là c'est vraiment le grand point de vigilance, je vois des femmes qui se disent hypersensibles, auto-étiquetées, et complètement OK, mais qui en font une excuse. D'accord. Une excuse, moi je suis hypersensible, donc c'est plus dur pour moi, donc je peux pas montrer, Mm. donc j'ai moins d'énergie, donc c'est plus exigeant, donc je peux Ouais. pas réussir. D'accord. Et pour moi c'est ça. Savoir, pas savoir, peu importe. C'est qu'est-ce que tu vas en faire derrière. Ça t'aide à grandir, évoluer, Ouais. dépasser des obstacles, te dépasser, génial. Tu fais ce qu'il faut pour ça, tu découvres pas, tu t'auto-diagnostiques. Tant que c'est porteur pour toi, génial. En revanche, si tu t'auto-diagnostiques ou te diagnostiques ou fais tout le parcours pour te donner des excuses, attention. Et j'en Ouais. vois. Et je vois les deux cas en fait. Ouais, ouais. Et c'est vraiment important d'être honnête avec soi-même, Mhm. d'avoir cette lucidité et de se demander pourquoi je le fais. Mm. Parce que on a le choix en fait. Quelle que soit cette étiquette qu'on nous donne, qu'on se donne, peu importe, on peut en faire une excuse pour ne pas avancer ou en faire une bonne raison d'avancer. Mm. Et c'est ce que j'illustrais tout à l'heure. J'ai pris cette décision pour moi d'en faire une raison d'avancer. Mm. Et quand on a conscience qu'on est peut-être à cet embranchement des chemins, on peut choisir en conscience le chemin. C'est ça, finalement, le choix de ce chemin, c'est la manière de faire la paix avec cette intensité sans se dissoudre dans les attentes des autres. Exactement. Mm. J'aime beaucoup ce verbe que tu utilises, se dissoudre.
ou j'ai aussi cette image, tu vois, qu'on sème partout des petites parties de nous. On Mm, donne notre pouvoir, en fait. mm, On donne notre pouvoir aux autres, euh, à la vie, au gouvernement, aux conjoints, aux enfants. On dilapide notre pouvoir. mm. Et ce moment, ça peut être une décision de je rapatrie tous ces morceaux. Je reprends mon pouvoir. Je reviens à mon centre. Et là, ça change tout. Ouais. C'est un beau message, ça, à transmettre aux femmes qui se sentent trop ou fatiguées d'être trop. C'est joli, c'est joli. Et je sens que le sujet, et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, le sujet serait, tu parlais d'une dizaine d'heures et éventuellement un jour on fera un podcast pour aller plus loin. Avec L'idée plaisir. aujourd'hui, c'était d'amener cet angle de l'atypisme avec tout ce que tu nous as décrit au début, justement, pour une meilleure compréhension, une ouverture sur ça, et ouvrir la possibilité aux femmes peut-être de se reconnaître, et après de prendre ce pouvoir, cette décision, de savoir ce qu'elles veulent en faire, si elles ont besoin de vérifier ou si ça peut devenir une force pour elles. Euh, Celles qui voudraient continuer avec toi ou qui voudraient te rencontrer ou qui voudraient te joindre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, peut me retrouver et bienvenue à vous toutes dans plusieurs espaces. J'ai mon podcast, tu évoques le podcast, donc j'ai un Parfait. podcast qui s'appelle Entreprendre hors des normes pour toutes les femmes entrepreneurs justement qui veulent entreprendre différemment, en se respectant, en s'honorant et en s'honorant elles et en honorant leurs ambitions. Ces femmes intenses ont aussi une intensité de désir. Quand elles commencent à les libérer, tout ça, à cesser de vivre sous cloche, là, quand on commence à enlever la cloche, fou, Ouais. j'ai des désirs, j'ai des ambitions, j'ai des aspirations, j'ai envie de voir grand, haut, loin. J'adore accompagner ça. Donc, podcast Entreprendre des normes, on peut venir me retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Je suis beaucoup sur LinkedIn et Insta et sous mon nom et avec grand plaisir pour connecter avec celles qui en auront l'élan ou l'envie après cet échange. Ouais. Ah bah, moi, je suis pleine d'élan là. Je pense que je vais revenir te voir. C'était vraiment passionnant. Je tiens à te remercier, un très très grand merci. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que tu as partagé et je sens bien qu'il y en a encore tellement, tellement derrière. Euh, ouais, merci infiniment. J'ai plus trop de mots en fait. Parce que moi-même, j'ai été émue par tout ce que tu as partagé. C'est vraiment inspirant, c'est rassurant en même temps et c'est plein de bienveillance et d'exemples concrets aussi pour ne pas rester dans la théorie, tu l'as dit. Alors, à toutes celles qui nous regardent, vous pouvez donc retrouver Anne-Valérie, elle l'a dit sur les réseaux, Instagram, LinkedIn, et puis son podcast, je pense que ça peut être très, très intéressant euh, pour, euh, pour celles qui le souhaitent. Merci encore d'avoir pris ce temps pour contribuer, Anne-Valérie. Et à toutes celles qui nous écoutent, eh bien, je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre inspirante. Merci. Merci infiniment.